Bonjour. Bonjour pour cette table ronde un peu particulière, duquel je suis justement le déjeuner, donc on va commencer tranquillement. Donc on va parler de colonie de l'espace, rêve ou réalité, en cette période de début du 21e siècle, où tout projet doit avoir des retombées, des retours sur investissement particulièrement précis, où, comme beaucoup, on se demande pourquoi on n'a pas encore de station sur la Lune, alors qu'on a été élevé avec des séries spatiales qui nous disaient que franchement, à l'horizon 2000, au minimum, on serait sur la Lune, au minimum. Mars, c'était une évidence. Et là, on se retrouve à aborder la deuxième décennie du 21e siècle, et toujours rien. On a une station, c'est pas mal. On a des sondes, effectivement. On ne parle pas de gravité pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Et pourtant, effectivement, donc c'était quelque chose qui semblait absolument logique dans les programmes spatiaux, quelque chose que creuse la science-fiction depuis déjà des décennies, qui apparaissait comme une évidence, et qui, maintenant que la date de nombreux récits est passée, on n'en a toujours pas. Donc effectivement, on se pose cette question, qui est un rêve de toute façon de la SF, mais dans quelle mesure, effectivement, va-t-on enfin coloniser l'espace? Est-ce qu'on va aller, en plus d'aller prendre des photos de notre proche banlieue, enfin aller y poser les pieds, l'exploiter? Est-ce qu'on a le droit de le faire? Comment on va y aller? Mais surtout, quand? À quel prix? Et à partir de quel âge va-t-on pouvoir, nous aussi, acheter notre billet pour aller passer un petit moment ailleurs que sur la Terre? Et bien, pour répondre à cette question, j'ai un panel de choix. Andreas Elsbach, tout d'abord, qui a à peine besoin de présenter depuis des milliards de tapis de cheveux, et qui aujourd'hui particulièrement, on va certainement évoquer la trilogie martienne, puisque lui place finalement dans pas extrêmement longtemps la colonisation de Mars, et même, je veux dire, le développement des premières générations et d'une culture proprement martienne. Pierre Bordage, évidemment, qui lui aussi a abordé donc directement cette question de la colonisation spatiale par un vaisseau à génération dans Absalon et dans sa suite, dont nous allons parler, et Roland Lehoucq, chercheur, spécialiste de topologie cosmique, qui lui donc se pose la question de quelle est la forme de l'univers, et qui donc est le premier certainement à pouvoir nous dire par où il faut partir pour atteindre le bout plus vite. S'il veut bien. N'importe où. Vers le haut. Voilà, le problème de l'espace, c'est qu'il faut aller vers le haut, parce qu'il faut réaliser que l'espace, c'est pas si loin quand même. C'est moins loin, il y a moins loin entre le sol et l'espace qu'entre Paris et Nantes, je pense. Parce que l'espace, c'est 100 km vers le haut, en gros. Le problème, c'est que c'est vers le haut. Et qu'il faut faire ça contre la gravité de la Terre, et c'est ça qui limite le fait qu'on puisse y accéder facilement. Quand on fait 100 km horizontalement, on fait ça à peu près, comme on dit en physique, à énergie potentielle constante. Bon, il y a bien des choses où on monte, où on descend, donc c'est bien d'avoir un moteur et des frottements sur la route, des frottements solaires, il faut payer un peu pour avancer. Mais on peut le faire assez facilement. Alors que verticalement, il y a la Terre qui vous retient, l'attraction gravitationnelle de la Terre qui vous retient, et vaincre cette attraction, ça coûte une énergie assez considérable, et qui du coup rend l'accès à l'espace coûteux en énergie, donc coûteux en argent. 1 kg de charge utile inerte, de la matière, quoi, disons, des ordinateurs, je sais pas, de la ferraille, ça coûte 20 000 $ maintenant envoyé en orbite. Alors qu'un humain, alors c'est plus compliqué, un humain, c'est vivant, donc il faut faire attention, et puis il y a tout ce qu'il faut avec pour faire tourner l'humain. L'eau, l'air, la nourriture. L'humain, c'est 20 millions de $. Si on prend le tarif des billets qui sont en vente pour ceux qui ont les moyens de s'acheter ça, il y en a qui ont les moyens de s'acheter, des touristes spatiaux, c'est 20 millions de $. Donc tout de suite, ça place la barre assez haut pour aller faire un tour dans l'espace en ce moment. Bon, on ne s'installe toujours pas. Steven Baxter, dans Voyage, nous présente une uchronie dans laquelle, justement, ce n'est pas Kennedy qui, finalement, meurt dans l'attentat, mais c'est Jackie qui meurt. Et, du coup, nous présente une uchronie dans laquelle on réoriente le programme spatial, non pas comme il l'a été dans notre monde, évidemment, c'est-à-dire avec énormément de sondes, où Nixon signe le développement des navettes spatiales. Là, dans le roman de Baxter, il nous montre des étapes par lesquelles, au lieu donc d'avoir le programme qu'on a eu, d'exploration avant tout, de sondes, etc., on réoriente le programme vers justement la colonie martienne, cette espèce de deuxième frontière, en utilisant notamment Saturne V, en utilisant les technologies de l'époque ou des projets qui ont été abandonnés, et nous montre finalement qu'on pourrait, parce que le roman est très documenté, assez réaliste, on pourrait très bien avoir déjà envoyé une personne sur Mars, mais qu'on en saurait beaucoup moins finalement sur les autres planètes du système solaire et qu'on en connaîtrait moins. Ce qui m'évoque cette question quand même, parce qu'il y a quand même plusieurs questions qui se posent là-dessus, c'est selon vous, pourquoi on n'y est pas, déjà? Mais ces questions-là, on les connaît, on peut y répondre de manière historique relativement facilement, justement par la fin de la guerre froide, par l'abandon de programmes coûteux, par finalement le peu de retour sur investissement qu'il y avait. Une fois, en gros, qu'a été établie symboliquement la supériorité technologique des États-Unis, il n'y avait finalement plus tellement de raison d'y aller, c'est abandonné pour les questions de coût.
Donc ma question va plutôt être tournée vers l'avenir, pour ceux qui ont déjà réfléchi justement et qui ont déjà essayé d'imaginer, c'est à votre avis, quand est-ce qu'on va y aller? Où et surtout pourquoi? Qu'est-ce qui à votre avis peut être le déclencheur de ça? Pourquoi avoir cette envie, outre le fait qu'un être humain, depuis qu'il existe, en général quand il voit une montagne, a envie d'aller là-haut simplement parce qu'elle est là, hein, ce qui est le principe de base d'un alpiniste, pourquoi a-t-on besoin de colonies spatiales? Et est-ce qu'on en a besoin selon vous? Je la pose à vous deux, celui qui a envie de répondre en premier. Alors, je ne sais pas, je suis incapable de répondre à la question où, comment, quoi et pourquoi. Pourquoi, oui, parce que évidemment c'est la tendance naturelle de l'être humain à explorer son univers, et entre autres le système solaire, puis au-delà du système solaire. Et je n'ai pas la moindre idée du quand, ni comment. Parce que pour l'instant, on se heurte quand même à des difficultés quasiment infranchissables. Roland parlait justement de ce que coûte d'envoyer des êtres humains dans l'espace. Je pense que le flambeau sera éventuellement repris par la Chine bientôt et que ça pourra peut-être faire accélérer les choses. Mais je suis d'une part pas très pressé de voir ça parce que ça laisse encore beaucoup de place à l'imaginaire des auteurs, parce que c'est le terrain de jeu maintenant des auteurs, puisque évidemment la technologie n'est pas encore prête pour qu'on expédie des gens au-delà du système solaire. Et que voilà, c'est un terrain de jeu fabuleux pour les auteurs, parce qu'il y a encore beaucoup de mystères. Évidemment, un auteur de science-fiction s'affranchit de tout, pas forcément des données technologiques, même si elles ne sont pas valables, hein, parce que par définition, on n'a pas encore inventé de vaisseau. La vitesse est un frein énorme, paradoxalement, pour aller très loin dans l'espace. Donc, on s'affranchit de tout un tas de règles, on s'affranchit de la vraisemblance pour l'instant. Parce qu'on invente des vaisseaux qui vont au-delà des systèmes solaires, on invente des planètes qu'on découvre à peine pour l'instant, des exoplanètes, on commence juste à les découvrir, et des vivables, des semblables à la Terre, on en a une ou deux peut-être, moins de 5 en tout cas, et elles sont très très loin, donc comment les atteindre, etc. Moi je pense pas qu'on fasse quelque chose avant le 21e siècle de sérieux, le 22e siècle pardon, de sérieux là-dessus. Et donc pour l'instant nous reste l'imaginaire, le fabuleux terrain de jeu qu'en représente l'espace. Je veux dire c'est une différence entre aller là et rester là. On va sur le Mont Everest parce qu'il est là, mais on reste en eau. On ne reste pas en eau. Et c'est la même chose avec la station spatiale. C'est très cher de maintenir ces stations. Et une vraie colonie spatiale, c'est plutôt une question économique. Il faut créer quelque chose qui est indépendant de la Terre, qu'il ne faut pas maintenir chaque semaine avec de l'eau, de l'oxygène, tout ça. Et ça, c'est difficile, et plus difficile que nous imaginons. Je veux proposer de commencer plus facile avec, par exemple, là, on voit les images au coin d'une ville sur l'océan. C'est déjà difficile. Ou une station sous le mer, ou en Antarctique. Et aussi maîtriser un système écologique, c'est aussi pas facile. Il faut étudier comment ça marche. Les essais qu'on a fait, le projet Biosphère 2, ça n'a pas marché. Pour les fourmis, ça a bien marché. Pour les fourmis. Oui, c'est bien pour les fourmis, mais pas pour nous. Toutes les choses comme ça. Moi, je veux dire, si on imagine dans 1000 ans, on est déjà optimiste. Et pourtant, dans votre trilogie, au début, on est au milieu du 21e siècle, on n'est pas très loin, mais par contre l'argument est déjà là, on est sur le point, la Terre veut couper les vivres et décide d'abandonner ce projet qui ne rapporte rien, et c'est le début de l'intrigue. Mais donc c'était vraiment en pleine fiction. Oui, c'était mettre les 5, le club des 5 sur planète Mars, et pas tellement loin
parce qu'une société dans 1000 ans, ce serait trop étrange pour raconter une histoire pour la jeunesse d'aujourd'hui. Donc ça m'évoque quelque chose qui a été pas mal assez dit sur finalement il y a une espèce de paradoxe actuel sur le faible intérêt finalement qu'il y a pour la colonisation de notre planète. En premier lieu, il y a la Lune et Mars. Et avant de donner la parole à Roland, qui pourra certainement nous préciser l'utilité qu'il y aurait et l'effet d'accélération qu'il y aurait à se poser d'avoir des avant-postes comme ça, une chose qui est souvent évoquée, c'est que c'est peut-être aussi la faute de la science-fiction. De la science-fiction et de l'imagerie, où d'une manière générale, on est tellement habitué aujourd'hui à peupler Mars, que Mars est devenu par la fiction quelque chose d'assez familier, qui fait partie et partage quelque part la même illusion qu'on a sur la planète Terre, c'est-à-dire cette idée qui est très héritée du 19e, qu'on a tout exploré, que c'est fini. Alors que c'est totalement faux, qu'on confond la carte et le territoire quand on dit ça. On a encore, certes, on a des photos satellites d'à peu près partout, c'est pas pour ça qu'on découvre pas des espèces tous les jours, des milieux qu'on ne connaît absolument pas, et qu'on commence à peine, je veux dire, à lever le voile, et que finalement, Mars, la Lune aussi, et Mars sont les victimes de cette espèce d'effet de familiarisation progressive, lié d'une part à la science-fiction et à l'imagerie scientifique. Oui, parce qu'on n'a pas eu besoin d'envoyer des humains sur Mars pour la connaître. On connaît la surface de Mars probablement beaucoup mieux que la surface de la Terre. J'entends par là que la surface de la Terre, c'est les continents, et c'est le fond des océans. Enfin, c'est la partie solide de la Terre, c'est aussi le fond des océans. Le fond des océans, c'est les 2/3 de la surface de la Terre. On ne sait absolument pas ce qui se passe dans la plupart des endroits qui sont au fond des océans. On a des choses dans les abysses à quelques endroits où on a pu aller étudier, mais on n'a pas une cartographie complète à 1 mètre près, donc à l'échelle GPS, disons, avec l'échelle de résolution d'un GPS, du fond des océans, on n'en dispose pas. Alors qu'on a maintenant une cartographie de Mars à 10 mètres près, sur toute la surface de Mars. La surface de Mars, il n'y a pas d'océan, bien sûr, ça correspond à peu près à la surface des continents terrestres. Donc on a une connaissance d'une planète, de la surface d'une planète bien meilleure que la surface de notre planète. Donc c'est vrai que l'exploration de Mars, comme disait Andreas, de la Terre, effectivement, elle pourrait commencer par être capable d'implanter des bases dans des endroits, des bases ou des zones humaines permanentes et pas juste de 15 types, comme on voit où il y a quelques nanas aussi, mais enfin, pas beaucoup. Dans l'Antarctique, par exemple, où l'hivernage, c'est 10 ou 15 personnes, quoi, qui restent 6 mois, coupés de tout, et c'est 15 personnes. Dans des conditions qui sont infiniment plus souples, plus faciles, en dépit des moins 60 degrés de température moyenne, en dépit de la nuit polaire permanente, c'est infiniment plus agréable d'être là que d'être dans l'espace. Parce qu'il y a quand même une possibilité qu'on aille vous chercher. Dans l'espace, si vous avez un problème, vous avez un grave problème. Parce qu'il y a froid, pas d'air, pas d'eau, il n'y a rien, quoi. Donc on ne sait déjà pas s'installer les humains dans des endroits vraiment difficiles, sur Terre. Alors dans l'espace, c'est compliqué. Et c'est rendu encore plus compliqué parce que cet endroit, l'espace, est difficile d'accès. Tant qu'on n'a pas un accès facile à l'espace, ça ne va pas être facile de s'installer durablement. Pensez qu'encore une fois, d'abord le coût est élevé et qu'on envoie... Combien de tonnes on envoie dans l'espace par an? Enfin, on peut les compter, mais c'est rien. Enfin, c'est quelques dizaines de tonnes par an qui sont envoyées. C'est que dalle. La Station Spatiale Internationale, il a fallu 10 ans pour la construire, pour un prix faramineux. On n'est pas capable d'envoyer 10 tonnes par jour, par exemple, dans l'espace. Ça, on pourrait commencer à discuter. Alors, il y a la science-fiction, des gens envisagé ça, c'est que ça s'appelle l'ascenseur spatial, l'idée qu'on pourrait tendre un câble accroché au sol et tendre vers l'espace. Bon, la science-fiction, enfin, un ingénieur russe a d'abord pensé à ça. La science-fiction, par Arthur Clarke, l'a popularisée. Les ingénieurs occidentaux et d'autres l'ont retravaillé, on ne sait toujours pas le faire. On a des matériaux, semble-t-il, pour le faire, mais on ne sait pas les faire. On a les nanotubes de carbone qui sont... On dit toujours nanotubes de carbone, c'est un peu la baguette magique, hein, quand même. Mais bon... On ne sait pas les faire sur... Il faut faire 144 000 km de câble. Bon, on ne sait même pas faire plus de 1 cm de nanotube de carbone. Il y a encore un peu de travail. On ne sait pas les faire en bonne qualité. Il y a des tas de problèmes qui se posent encore pour l'ascenseur de l'espace. Si on dispose d'un truc comme ça, on a un machin qui peut partir toutes les heures avec 10 tonnes à bord. Donc là, c'est des dizaines de tonnes par jour quand on est dans l'espace. Donc la Station Spatiale Internationale, elle se construit en 1 semaine, quoi. En 2 semaines. Les 2 stations spatiales internationales, en 1 mois. Et puis là, on peut commencer à discuter sur la collection d'espace proche, en orbite basse. Et c'est vrai que quand vous avez un accès facile à l'orbite basse, vous pouvez commencer à assembler des vaisseaux, des engins qui n'ont plus à s'extraire du puits de potentiel de la Terre, parce qu'ils sont déjà conçus dans l'espace. Et donc du coup, le carburant que vous mettez dans les vaisseaux, il sert à propulser le vaisseau, et pas à le sortir de cette attraction terrestre, du moins à l'extraire des 100 premiers kilomètres qui sont les plus intenses, parce que vous êtes proche de la Terre, et donc
là où la traction est quand même sensible. Donc voilà, si vous êtes déjà un pied, vous pouvez espérer en faire un deuxième, puis un troisième, etc. Mais on n'a même pas la première marche en fait de l'escabeau qu'il nous faudrait pour aller dans l'espace, de l'échelle pour l'espace. Là, ce sont une accessibilité avec des tonnages décents, des coûts bas, d'envoyer des tonnes donc, dans l'espace tous les jours pour des prix décents. On a perdu une forme d'inconscience où on est dans une décennie qui a vraiment du mal à s'extirper de la notion du coût et du retour sur investissement, parce que j'entends ça en me disant, mais c'était pas finalement un pari beaucoup plus osé et beaucoup plus hasardeux de lancer les premières missions lunaires qu'aujourd'hui c'est très hasardeux et on l'a fait. Il y a deux choses qu'on a fait qu'on ne ferait plus maintenant, finalement, bizarrement, alors qu'on a des moyens techniques infiniment supérieurs à l'époque. Envoyer les hommes sur la Lune, regarder les difficultés pour retourner sur la Lune, et pas que d'argent, mais aussi technique, hein, les fusées, les Saturn V, là, on n'a plus toute la doc. Il faut refaire une fusée. Il faut déjà refaire une fusée. Bon. Et puis, penser à l'exploration du système solaire avec les sondes. Je parle juste d'exploration cette fois-ci scientifique et pas du tout humaine, pas d'humains, que des robots, disons des sondes automatiques, des sondes voyageurs, des sondes pionniers. Entre 73 et 77, on a envoyé Pionnier 10, Pionnier 11, Voyageur 1, Voyageur 2. En moins de 10 ans, on a envoyé 4 sondes qui ont exploré le système solaire et qui ont ramené des choses qu'on n'avait jamais vues. Et qui continuent. Enfin, la sonde Voyageur 1, je crois, ou 2, je ne me rappelle pas, a franchi. Bon, ça fait 5 fois qu'elle le fait, enfin bon. Elle est maintenant à 115 unités astronomiques, 115 fois la distance Terre-Soleil en 30 ans de voyage. Enfin, c'est juste l'objet, l'artefact humain le plus lointain qu'on ait envoyé dans l'espace. Ça fait un petit bip-bip microscopique, ça fait plus grand-chose techniquement parce que tout est vieux et ne fonctionne pas très bien. Mais voilà, cet objet il a été fait. On a envoyé 4 comme ça, en moins de 10 ans. Maintenant, si vous voulez envoyer l'équivalent de Pioneer, ça s'appelle New Horizon, ça a été envoyé, ça va vers Pluton, ça arrivera en 2015. 2015, ça a été une année bénie pour un certain nombre de choses en astronomie, mais notamment l'arrivée de New Horizon près de Pluton. New Horizon, c'était décidé, ça a mis 15 ans, il a fait de la construction, etc. Bref, New Horizon est tout seul, c'est un projet de 20 ans. Et je ne parle même pas du trajet qui a mis encore 15 ans. Projet, le prochain, il n'y en a pas. Le prochain, il n'y en a pas. Et si on voulait en faire un, alors il faut discuter pendant 15 ans, et puis il faut se mettre d'accord pour qu'il y ait beaucoup de chance dedans, pour que le coût envahisse la chandelle, et puis ça va être retardé parce que ce sera le bazar de plein de façons, et puis peut-être dans 30 ans, voilà, ça arrivera là où vous voulez. La période d'exploration glorieuse où on partait plein pot tout le temps, c'est fini. C'est fini. On ne veut plus risquer de vie humaine. Alors on peut décider que c'est bien, mais en tout cas les gars qui montaient dans les fusils lunaires, je peux vous dire qu'il fallait avoir... bon, il fallait les avoir. Et puis pour les sondes, on était prêt à mettre de l'argent là-dedans, et 4 fois de suite, 4 fois la même sonde, à la limite presque 4 fois la même, mais pour l'exploration. On est dans une dynamique de l'espace, une dynamique d'exploitation, une dynamique commerciale, il faut que ça rapporte, et que ça rapporte plus que ça va coûter évidemment, et donc ça ralentit énormément de choses, et on veut que ça marche. Quand vous faites une mission spatiale scientifique, c'est forcément l'agrégat de plein de missions différentes qui ont dit et moi, ok les gars, vous l'aurez, chacun vous ne l'aurez pas. Assemblez-vous ensemble pour faire un gros machin, qui va coûter 1 milliard d'euros. Il n'y en a qu'un seul qui partira, enfin il n'y a qu'une seule mission qui partira. Alors je peux vous dire que quand il n'y en a qu'une qui part, les contrôles qualité ils sont sévères parce que vous ne voulez pas que ça merde. Et donc ça ralentit tout le processus, évidemment. Donc si je reste accroché, l'idée était évidemment de commencer par la réalité des colonies spatiales avant d'aller vers le rêve. Donc si je reste dans la réalité et donc dans un moyen terme, que ce soit ceux qui l'imaginent ou ceux qui travaillent dessus, personne n'est relativement optimiste sur l'échéance. Les colonies spatiales à la Gérard Ronny des années 70, où il y avait des cylindres en rotation avec entre 20 000 et 100 000 habitants, de fou quoi. Ça c'était vraiment la grosse pêche. Bah non, c'est des trucs... Enfin, la station spatiale internationale, c'est rien, quoi. C'est un KGB à 400 km d'altitude. Enfin, en volume, c'est rien, quoi. Je vais juste finir là-dessus, quand même, sur la réalité de la chose. C'était vraiment complexe. Or, au-delà vraiment de ce qu'on pouvait se permettre économiquement et scientifiquement, techniquement, de s'installer sur la Lune plutôt qu'en orbite. Le truc de fou, c'est que c'est pas impensable techniquement. C'est ça qui est incroyable. Il n'y a pas besoin d'une science à inventer, d'un truc bizarre qu'on ne connaît pas et qu'il faudrait installer une base sur la Lune, on saurait faire techniquement. Installer une base sur Mars, on saurait faire techniquement. C'est des coûts fantastiques, c'est des infrastructures démences, des méga projets, il y a des risques humains considérables, des risques que ça merde la première fois, donc des coûts qui peuvent être mis sur la table et qui disparaissent froidement, il faut recommencer. Donc il y a des risques énormes évidemment, mais il y a je ne vais pas dire aucun, mais il n'y a pas de blocage définitif technique. On sait penser tout ça, il y a des choses difficiles, il y a quelques progrès techniques à faire, mais il n'y a rien qu'on ne sait pas maîtriser. Et si on devait donner, essayer de voir, quels seraient les 2 écueils techniques principaux
actuel. Je ne parle pas de coûts. On va faire comme dans Star Trek Force Control. Mais comment vous avez financé tout ça? L'économie n'est pas organisée pareil. Techniquement, quel serait le problème qu'on aurait là pour installer des gens sur la Lune? Après, je vais que sur la Lune. C'est d'organiser leur survie, quoi. C'est un humain, c'est un merdier pas possible de transporter un humain, quoi. Il transporte l'humain, l'eau dont il a besoin, l'air dont il a besoin, les déchets qu'il produit, il faut en faire quelque chose. Et idéalement les recycler tous, mais tout n'est pas recyclable. C'est le faire vivre, quoi. C'est transporter tout un petit écosystème autosuffisant, et en pratique il ne l'est pas complètement, donc il y aura toujours un lien avec la Terre, mais tout un petit écosystème pour faire tourner les humains dans des conditions de sécurité. C'est-à-dire si pour les envoyer et qu'ils meurent, il y a une firme qui a proposé un voyage one-way vers Mars. Alors, on y va et vous êtes sûr de mourir sur Mars. Soit qu'il y a un accident, soit que de toute façon, le ticket de retour, il n'est pas prévu. Et on dit, qui veut venir? Qui veut venir? C'est X-Space. Ah, il y a 0 personne. Là. Bon, ben, il y a quand même plusieurs milliers de candidats qui sont proposés. Bon, il y a peut-être des dingues là-dedans. Des profils d'explorateurs suicidaires, ça peut se trouver. Regardez, quand les gens ont fait l'exploration maritime, à l'époque, on faisait les tours de la Terre, les gens y partaient, ils ne savaient pas quand ils revenaient, il y en a plein qui sont pas revenus. Mais, encore une fois, c'est dans un milieu qui est infiniment moins hostile que l'espace, malgré tout. Bon, ben, on va décoller, on va passer à long terme alors. Qu'est-ce qui fondamentalement... Je vais carrément décoller de la réalité, parce que si on commence à rentrer dans les raisons pour lesquelles on pourrait être obligé d'y aller, exploitation des ressources, de la ceinture d'astéroïdes, de problèmes de surpopulation grimpante, on a épuisé, on va passer sur des choses très déprimantes. Donc on va passer cette phase-là qui ne nous inspirait pas. À partir du moment où on va s'installer, qu'est-ce qui change pour nous? C'est-à-dire en termes d'espèces. Il y a tout à reconstruire, effectivement. Donc là, il y a deux choses dessus. C'est comment, et ça c'est des thèmes que vous avez abordés, c'est-à-dire comment on s'organise. Il y a déjà la question du voyage du vaisseau génération déjà abordée. On a la question effectivement du temps de voyage qui oblige, je veux dire, à repenser l'organisation avant même d'être sur la colonie. Et donc sur ces deux échelles-là, on va s'installer ailleurs, on quitte notre berceau. Comment on s'organise et qu'est-ce qui change, effectivement? Bien, c'est vaste. Forcément, c'est l'espace, on va s'installer ailleurs, c'est vaste. Alors l'intérêt, évidemment, pour l'auteur de science-fiction, c'est de s'affranchir des impératifs à la fois scientifiques et économiques, puisque on voit que c'est extrêmement compliqué et qu'on se projette beaucoup plus loin dans l'espace-temps. Pour un intérêt, à mon avis, fondamental, qui est celui d'explorer finalement l'espèce humaine elle-même. C'est-à-dire que la projection dans l'espace-temps sert davantage à reconnaître ces personnages ou à connaître les capacités humaines qu'à essayer de décrire un écosystème ou un monde nouveau. Évidemment, ces personnages qu'on va projeter sur une planète différente, on a fait l'expérience avec Roland récemment, ils vont être obligés de s'adapter à un nouvel environnement. Alors il faut trouver déjà une planète qui soit respirable, bien la terraformer, ce qui, selon Roland aussi, prend un temps fou, et n'est pas certain au niveau de la réussite. Donc trouver une atmosphère à peu près équivalente à celle de la Terre, une gravité supportable. Et non, là, ça fait déjà deux trucs, ça fait aussi une végétation, une faune, une flore, enfin tout un tas de conditions de survie, bien importer sa propre faune, sa propre flore. Donc tout ça c'est du boulot, donc évidemment on raccourcit considérablement les étapes, c'est-à-dire qu'en général, quand on parle d'une colonie spatiale, elle est déjà dans son environnement, elle est déjà un écosystème, elle est déjà assurée dans ce dont Andreas parlait tout à l'heure, ses conditions de survie. Et ce qui nous intéresse à nous, c'est de voir comment dans un espace souvent hostile au départ, d'ailleurs comme c'est une planète hostile au départ, l'espèce humaine va pouvoir s'adapter. Donc la question de l'adaptation est très importante, comment elle va évoluer, en tenant compte à la fois des caractéristiques de la planète et aussi de la caractéristique humaine, enfin, ou de l'éternel humain, en fait, en quelque sorte, comment tout ça va évoluer. Alors par exemple, moi j'avais imaginé dans les Brillos Célestes une planète à très faible gravité où la jambe, le membre inférieur prenait moins d'importance que pour nous, où il y avait simplement besoin d'une petite poussée sur le sol pour pouvoir franchir de grandes distances, faire des sauts, un petit peu comme sur la Lune, on voit les astronautes faire des espèces de bonds. Donc les jambes se transforment en jambelles, c'est-à-dire une sorte d'ailes ou d'excroissance souple qui permettent ces bonds justement. Donc voilà, ce genre d'évolution qu'on peut imaginer. Il y en a plein d'autres comme ça, c'est la gravité, ça c'est aussi comme Simon, c'est Hyperion, et je l'ai utilisé aussi. Quand la gravité est très forte, on a une sorte d'espèce beaucoup plus ramassée, beaucoup plus charnue, beaucoup plus musculeuse, etc., etc. Et donc, ce qui m'intéresse moi dans l'aventure spatiale,
Autrefois, on a déplacé le terrain de jeu, comme je disais tout à l'heure. Autrefois, c'était la Méditerranée ou l'océan. Alors, tu parlais du voyage maritime, mais je pense que l'espèce opéra est une transposition des épopées maritimes du 19e, 18e, 19e, ou même de l'Odyssée d'Homère, c'est-à-dire ce terrain de jeu est inconnu, dangereux, hostile, il faut s'adapter, on va y rencontrer des monstres, des extraterrestres par exemple, ou à des conditions de vie très difficiles. Et donc, comme on connaît, on a circonscrit la Méditerranée, on sait à peu près ce qu'elle est, où elle va, etc. Le terrain de jeu s'est déplacé vers l'espace parce qu'on a toujours besoin de se confronter à ces espèces d'immensités inconnues. Et là, elles sont intergalactiques, et de voir comment on peut réagir à ça, s'adapter à ça. Le voyage humain est extrêmement dangereux parce qu'enfermé dans un vaisseau tout autour est hostile finalement. Les conditions de survie sont impossibles en dehors de l'espace du vaisseau. Et tout ça, c'est super intéressant parce que ça permet de mieux étudier finalement la condition humaine. C'est-à-dire que plus on la projette dans l'espace, et plus on va avoir une vision. Ouais, c'est l'effet loop dont tu parles, effectivement, c'est exactement un des attraits majeurs de la science-fiction, c'est l'effet loop pour mieux expliquer ou explorer l'âme humaine. Si on a une colonie, on n'a pas toujours un échange, disons, dans un autre système solaire, où les voyages ne sont pas possibles pour chaque jour. Alors forcément, l'évolution va venir dans une autre direction. Mais peut-être on va aussi choisir un autre chemin de ne pas terraformer une planète, mais plutôt, disons, marsoformer l'humain. C'est-à-dire qu'on va changer le coloniste avant qu'il arrive sur la planète. Alors ça, avec des manières génétiques, ou l'idée de cyborg, c'était aussi l'idée d'adapter l'humain à un environnement hostile. Ça peut changer ce qu'on comprend comme humain, forcément, vachement. Alors je reviens un peu à ma déception, hein, déjà qu'on n'est pas vraiment de station lunaire, hein, je veux dire qu'on ne va pas encore sur Mars, et que cette idée, pour 2050, c'était vraiment pour que les enfants puissent se projeter en se disant je vais être sur Mars peut-être quand je serai adulte, donc je vais aimer ce roman. Il n'y a vraiment aucun espoir. Ça c'est triste quand on y pense. Alors je ne sais, enfin, on ne va pas dire l'avenir n'est pas écrit, mais c'est vrai qu'il faut une grosse incitation pour retourner sur la Lune, comme disait tout à l'heure Pierre. Peut-être que les Chinois retournent sur la Lune pour montrer leur capacité technique, ça sera encore une fois pour des raisons de prestige et symbolique. On est capable de retourner sur la Lune, on est peut-être les deuxièmes, mais on est les premiers depuis longtemps, et on est les premiers qui le faisons et qui le montrons. Donc ça sera pour des raisons symboliques de prestige si la Chine va sur la Lune. Après avoir une installation permanente, comme disait Andreas, c'est une autre chose. Aller et revenir, c'est pas la même chose que y aller et y rester, parce qu'y rester, ça veut dire s'implanter, avoir une ligne de vie, c'est-à-dire la Lune, c'est quand même pas si près que ça. Il faut 4 jours de voyage dans l'espace, dans une capsule où vous êtes en gros assis comme ça. Voilà, et puis la capsule, elle est à peine plus grosse, vous êtes deux là, et puis si vous engueulez avec le voisin, vous pouvez vous taper sur la gueule en direct, hein, mais il n'y a pas moyen de se barrer, donc c'est des moyens, c'est compliqué. C'est 4 jours actuellement, ça n'est pas prêt de faire moins que ça. Donc voilà, il faut imaginer une noria de matériaux qui arrivent, enfin imaginez ça. Donc rester sur place c'est compliqué. Et sur Mars, le voyage sur Mars actuellement, tel qu'on sait le faire, donc encore en vol balistique, on n'est pas propulsé, la capsule est envoyée d'un coup, elle est accélérée au départ, puis elle a une vitesse, et puis ensuite elle évolue sous l'effet de son impulsion initiale et puis de la gravitation de la Terre, de Mars. Elle met 6 mois dans les meilleures conditions, 6 mois aller, 6 mois retour, pas de demi-tour, hein, si vous avez un problème, vous avez le beurre ou il y a l'appendicite, Pierre a l'appendicite, je lui tiens la main jusqu'à ce qu'il meure dans l'atroce douleur, dans un voyage. Ou alors j'apprends vite fait la chirurgie et il me fait confiance. Enfin vous voyez, c'est compliqué. 6 mois aller, et quand vous faites 6 mois de voyage, vous ne dites pas on va regarder Mars, c'est cool, vous restez 2 jours et vous repartez, parce que le voyage retour c'est 6 mois. Donc si vous allez sur Mars, ça veut dire que c'est presque obligatoirement avec la volonté de vous y implanter durablement pendant plusieurs mois. Alors sur la Lune, la première mission sur la Lune, ça a été même pas 24 heures, ils sont arrivés, ils sont posés, ils sont sortis, ils sont rentrés, ils sont repartis. Pour les dernières missions, Apollo 17 je crois, c'était presque une semaine. Mais une semaine, vous pouvez encore emporter les jerrycans d'eau, les sandwichs, voilà, enfin vous pouvez vous débrouiller encore pour une semaine.
Et si vous restez des mois, c'est un autre monde. Il faut arriver avec des systèmes de survie, de la nourriture qui n'est pas que du réfrigéré, si je veux dire, ou que du lyophilisé, il faut faire pousser des femmes, c'est compliqué. 6 mois sur place, 1 an sur place, 6 mois de retour, 2 ans complet. Donc 2 ans, quelques humains, 4 ou 5 humains, en autonomie complète de la Terre. Complète, rien, il faut qu'ils se débrouillent avec c'est tout. Donc voilà, c'est très compliqué, c'est pour ça que c'est très compliqué. On n'est pas prêt de faire ça si on n'a pas une très grosse motivation. Moi j'ai l'impression que Mars, envoyer des humains sur Mars, on peut connaître Mars en envoyant des robots qu'on envoie. D'abord Sojourner, un petit robot qui est gros comme une caisse de chaussures, pas comme une boîte à chaussures. Ensuite Spirit et Opportunity, un peu plus gros, comme le tambour de la lessiveuse, soi-disant. Maintenant Curiosity, qui est comme une voiture, 900 kg à peu près. Donc on enverra d'autres robots, c'est ce qu'on fera mieux je pense. Des retours d'échantillons par des machines automatiques. Il n'y a pas de nécessité d'envoyer des humains sur Mars, autre que symbolique, mais à un prix qui est tellement supérieur à aller sur la Lune, que ça ne sera peut-être pas comme ça. Alors après, il peut y avoir des astéroïdes, des colonies. Et une colonie, ça veut dire une permanence. La Station spatiale internationale, il y a une permanence, mais c'est 4, entre 3 et 6 personnes en permanence. C'est pas une colonie, hein, c'est des tartares. Les mecs sont sur leur truc, ils regardent, on est là. C'est maintenir une capacité technique, c'est maintenir une capacité dans l'espace permanent. Donc c'est juste maintenir cette capacité, parce que si vous ne le faites pas, vous la perdez. On n'a pas été sur la Lune régulièrement, on ne sait plus aller sur la Lune, non pas qu'on ne sache pas le faire, mais ça relance une procédure technique, etc., qui n'est plus sur étagère, comme ça pouvait l'être à l'époque de la conquête de la Lune. J'ai pensé il n'y a pas longtemps qu'il y a peut-être une vraie raison d'aller et s'installer sur la Lune, et c'est pour construire un observatoire à la côté Anvers, où on est protégé, on a un abri de tout ce qui C'est vrai que ça c'est une raison scientifique évidemment, très bonne raison scientifique, mais alors malheureusement, moi j'aime bien la science, hein, j'ai rien à dire, au contraire, j'en fais, donc la science c'est bien, mais je crains que ça ne soit pas un motivateur suffisamment fort. Quand on a construit la Station spatiale internationale, une des raisons c'était justement de faire de la science avec, et de faire de la production industrielle de choses spéciales dans l'espace, qui seraient bien dans l'espace et qu'on ne pourrait pas faire sur Terre à cause de la micro-pesanteur. En pratique, la Station spatiale internationale a fait quasiment pas de science, même s'il y a des modules scientifiques qui sont installés, mais la production scientifique de la Station spatiale internationale, de la station spatiale est négligeable. Donc la production des observatoires au sol dans l'espace automatique, comme le Space Telescope par exemple, ou même d'autres observatoires, l'observatoire Herschel. Il y a des choses, je fais la publicité, là-bas il y a des choses tout à fait remarquables, genre Explore Nova 360 qui vous montre un peu de façon très visuelle et très interactive des résultats de cette exploration spatiale automatique. Bon, ça serait bien d'avoir un grand radiotélescope sur la face cachée de la Lune, on ferait des choses merveilleuses. Il y a un télescope qui s'appelle SCA, qui est en construction sur Terre, qui s'appelle SCA, ça veut dire Square Kilometer Array, donc un télescope de 1 km² de surface à la surface de la Terre. C'est pas aussi bien que d'être sur la surface de la Lune, mais c'est infiniment moins lourd en maintenance évidemment. Donc cette motivation existe, elle est souvent avancée, elle est souvent donnée, c'est pour la science. Et en pratique, la science, la production scientifique de ces observatoires, mais c'est de ces colonies, Mir, Salyut, Soyouz, enfin pas Soyouz c'est un vaisseau, mais Salyut, la station Salyut, la station Mir, la station, comment elle s'appelle, la station américaine, j'ai oublié son nom qui est plus là, bon bref, et puis la station spatiale internationale, tout ça, ça a produit un peu de science, beaucoup de médecine et de physiologie sur l'humain, mais de la science fondamentale, quasiment zéro, ça peut pas être le motivateur. Le motivateur c'est, ça vous coûte, c'est l'humain, vous pouvez le faire et vous avez les moyens de le faire à pas trop cher. Alors on peut se faire une idée comme ça, à pas trop cher ça veut dire quoi? Si on compare, par exemple la fusée Saturne 5, quand elle a décollé, une fusée Saturne 5 au décollage, pendant 3 minutes, la puissance produite par les moteurs d'une fusée Saturne 5 au décollage, pendant 3 minutes, c'est 190 réacteurs nucléaires. 190 réacteurs nucléaires, d'accord? Ça pousse, 3 minutes. Ça correspondait, en 1969, ça correspondait à peu près à 0,5% de l'électricité produite par l'humanité, 0,5%. On parle de taxes et d'impôts. Si je vous taxe 0,5% de votre salaire, personne ne va rire. Personne rit dans la salle. Essentiellement, ça va. 0,5%, ça va. On peut jeter 1% de ces ressources. On peut les jeter comme ça pour un projet un peu à la con. C'est pas en Mars, pas pour construire un rond. Pour n'importe quoi. Vous voulez faire un truc un peu fou, vous dites, allez, ça me coûte 1% de mes ressources. Allez, d'accord, tente le coup, mon ami. Ça vous coûte 100%, dites non. Parce que si ça merde, j'ai plus rien. Donc 0,5%, 1% vous pouvez payer.
Si vous regardez combien d'énergie ça coûte, je vais passer dans une autre échelle. Un voyage interstellaire réaliste entre la Terre et Alpha du Centaure, 45 ans de voyage, 1/10 de la vitesse de la lumière. Donc c'est pas Star Trek, c'est pas Star Wars, c'est des trucs c'est le caboteur. 1/10 de la lumière, hein, c'est quand même tonique. Nous on sait faire 1/10 de la lumière. Donc c'est mieux que ce qu'on sait faire maintenant, c'est 1000 fois mieux. Ça, le vaisseau, 1000 tonnes de charge utile, ça veut dire rien, hein, ça veut dire la tour Eiffel en charge utile, il n'y a pas d'humain là-dedans. Hein. Pour 1000 tonnes, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas tout ce qu'il faut pour du humain, c'est de la ferraille automatique. 1000 tonnes de charge utile, 1/10 de la lumière, Alpha du Centaure en 45 ans, ça c'est toute l'énergie consommée par l'humanité en un an. C'est 100% de notre budget énergétique humain. C'est-à-dire on coupe tout, on en fait un gros tas, je passe les détails techniques, hein. Mais bon, ils sont importants. On fait un gros tas de cette énergie, et on fait, vas-y dans les 1000 tonnes, elle est là-dedans, et boum, c'est 1/10 de la lumière, c'est parti pour un 45 ans, avec un rendement idéal de 100%. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Donc 100%. Donc si on veut que ça fasse 1%, il faut multiplier par 100 l'énergie que consomme, que produit l'humanité. Il faut faire le même saut qu'on a fait quand on est passé de la machine à bras à la machine à vapeur. En gros, de l'ère pré-industrielle à l'ère industrielle, on a multiplié par un facteur 100 la consommation d'énergie humaine. Il faut faire le même saut. Dans un contexte où le pétrole, ronde, le gaz, ronde, le charbon, ronde, le nucléaire, enfin on ne sait pas. Et après, il y a quoi pour l'éolien? Il se trouve sur Terre et pas dans l'espace. Le solaire, il est près de la Terre et pas à mi-chemin entre Alpha du Centaure et la Terre. Il est dans un contexte où l'énergie, on ne va pas la sortir comme ça. Il faudrait multiplier par 100 notre production d'énergie pour que un truc très ambitieux interstellaire représente que 1% de ce gros tas. On vous dira, ok, je paye sans réfléchir, c'est facile, je paye. Voilà, ça donne un peu d'idée. Alors un facteur 100, je peux vous dire, si vous faites juste la réflexion, multiplié par 100 avec un rythme d'augmentation de 2% par an, votre production d'énergie augmente de 2% par an tous les ans, pendant 350 ans, vous allez multiplier par 100. Voilà l'échelle du temps. Je sens que j'ai un peu plombé l'ambiance. Moi, je vous promets, quand j'ai fait ces calculs, ça m'a déprimé aussi. Je me permets de vous déprimer aussi. Mais c'est pour vous motiver en réalité. Hein. C'est pour vous dire, attendez, il faut bosser là. Là-dedans, il y a des gens intelligents qui réfléchissent. Bon, il y a eux qui réfléchissent à comment on pourrait faire. Comment ils nous montrent ces images, ils sont géniales, moi j'adore ça. C'est comme toujours, mais le faire en vrai, les taux, ça augmente toujours. Si on commence. C'est ça qui est dur. C'est la cruauté des nombres. C'est comme en physique, la théorie, et quand on met les nombres et qu'on fait l'expérience. Il y a la théorie, si j'ose dire, on peut dire ça, les choses qu'on aimerait faire, ce qui est plausible de faire. Encore une fois, on peut penser à un voyage interstellaire. Vous les faites raisonnables non plus, vos voyages interstellaires. C'est pas toujours plus vite que la lumière. C'est pas Star Trek, pas toujours, parfois oui, mais pas toujours. Donc des choses qui sont pensables, on sait penser à un voyage interstellaire avec la technique que nous avons, c'est compliqué, mais on sait le penser. Et quand on met les nombres, là il y a la cruauté, la dureté du réel qui se montre vraiment là. C'est toute la différence entre la théorie et l'expérience, entre la recherche fondamentale, la physique théorique, les sciences théoriques, et puis après quand on doit faire, alors là on touche vraiment le réel, et là ça devient compliqué. Alors la gros avantage c'est que le mot est gratuit, et que donc le romancier peut vraiment élaborer des mondes très complexes et très lointains sans trop de problèmes. Et puis pour garder la vraisemblance, on essaie de puiser sur ce qu'on connaît vaguement, et ça rentre dans des calculs à la ronde, parce que là ça fait les jetons. Donc voilà, on s'affranchit de ces calculs, et on dit voilà, mais en essayant de créer le plus de vraisemblance possible. Parce que dans la science-fiction, là on est dans l'effet de réel de la science, c'est-à-dire la science se heurte au réel, et dans la science-fiction, les auteurs, je pense, essaient de créer un effet de réel. C'est-à-dire c'est un pari qu'on passe avec le lecteur en disant voilà, on va effectivement se promener sur une planète lointaine, on n'est pas capable de le faire, mais moi en tant que romancier, je vais quand même essayer de vous y faire croire. Donc une fois Orson Scott Card avait parlé d'un merveilleux mensonge, c'est un merveilleux menteur, c'est-à-dire voilà, au moment on dit c'est le suspension of disbelief des anglo-saxons, on suspend l'incrédulité. Oui, on peut croire à une histoire comme ça, qui n'est pas vraisemblable sur le plan scientifique, parce qu'encore une fois, dès qu'on sort du système solaire, on est dans les difficultés quasiment insurmontables. Mais voilà, le privilège de l'auteur, c'est celui-là, c'est de pouvoir faire ce que les scientifiques ne peuvent pas faire à cause des impératifs, justement. Pour les scientifiques, c'est encore bien plus cruel, on peut le penser, mais on ne peut pas le faire. C'est-à-dire, on n'est pas dans l'impossible. Là, impossible, c'est bon. Allez plus que la lumière. La science dira impossible. Ok, on oublie. Et on va dormir. C'est
c'est très difficile. Et justement, il y a un saut quantitatif considérable entre impossible et très difficile. C'est déjà un saut énorme, mais dans le très difficile, ça peut être si difficile qu'en pratique, c'est impossible. C'est si difficile, mais on peut le penser. C'est ça qui est cruel. Moi, ça qui m'agace le plus, c'est que voilà, moi, je peux faire des calculs, il n'y a pas besoin d'une physique extraterrestre, hein, tout est là. Mais c'est difficile. Mais Baxter, enfin, il est vraiment plus optimiste que vous. Hein. Lui, par le biais de l'Uchronie, il arrive, parce que j'ai bien entendu le calcul, mais on peut faire plein de divisions là-dedans. Si on s'installe, je ne m'abuse, hein, j'essaye, hein, moi je compte beaucoup moins vite, hein, je suis un littéraire, moi. Mais si on s'installe sur la Lune déjà à un moment donné, ça veut dire que déjà on a réduit les coûts énergétiques pour sortir de l'atmosphère, donc on vient de réduire quand même drastique. Si on s'installe sur la Lune. Oui, non, mais on part du principe qu'on s'y installe. Alors, si on est sur la Lune et qu'on sait tenir sur la Lune, là ça tout change, parce que la gravité lunaire est beaucoup plus faible, donc ça veut dire, si vous êtes capable d'exploiter les matériaux lunaires pour en faire des choses, des fusées par exemple, du carburant, je sais pas quoi, alors tout change, parce que la gravité lunaire étant plus faible, vous pouvez envoyer depuis la surface de la Lune en orbite lunaire les choses beaucoup plus simplement que par les fusées, par des catapultes, par des moyens, parce que la gravité est plus faible. En gros, vous pouvez les jeter très fort vers le haut. Et jeter très fort avec une catapulte, vraiment, enfin, au sens de l'objet physique catapulte tel qu'on l'imagine au Moyen-Âge, une version raffinée. Ou sur les porte-avions. Oui, ou sur les porte-avions. Donc, une version raffinée de ça, raffinée un peu, pour que ça soit un peu plus tonique, mais voilà, si vous êtes sur la Lune et vous dites ok on est sur la Lune, alors là c'est tout de suite un autre monde, parce que vous avez effectivement une attraction lunaire beaucoup plus faible, un accès à l'espace, c'est ça, l'accès à l'espace. Le truc fondamental, c'est comment vous faites pour avoir un accès à l'environnement proche de la Terre, disons entre la Terre et la Lune, vous choisissez ce que vous voulez, mettons l'environnement proche de la Terre, un accès facile, quotidien et avec des tonnages décents. Si vous savez faire ça, vous changez d'échelle. Bah, c'est redevenu réaliste. C'est l'ascension spatiale, mais on ne sait toujours pas le faire, c'est compliqué, bon, enfin c'est l'ascension spatiale. C'est quand même pas loin la Lune. Elle est pas loin, 4 jours de voyage, dans des conditions un peu compliquées, mais 4 jours de voyage. Des voyages sur Terre qui durent 4 jours, pensez maintenant avec les moyens qu'on a de facilité. Il n'y a aucun voyage en avion qui dure 4 jours. Le voyage le plus long, il dure même pas 24 heures pour aller aux antipodes de Paris. Vous voulez à Nouvelle-Zélande, par exemple, voilà. Là, je sors ma carte, c'est la carte et pas le territoire. Il y a plein d'endroits où il faut 4 jours pour y aller. Ah oui, si vous voulez faire un trek au milieu du Népal, ouais, il faut quand même du temps pour y aller. Il y a quand même plein d'endroits où on ne peut pas accéder en avion direct, on prend 2-3 moyens de transport. Mais il y a plein de bases intermédiaires qui vous... Là, il faut 4 jours avec 0 base, quoi. Si les gens qui traversent le Pacifique... Non, mais il y a toujours maintenant des GPS, des navires de secours, des gens qui vous regardent. C'est pas la croisière en solitaire qu'il y avait dans les années Tabarly, par exemple, dans les années 60, hein, où là, le gars, il partait avec son bateau, et à un moment donné, il réapparaissait près de l'arrivée. Rappelez-vous, enfin, je sais pas si vous vous rappelez, moi, je suis petit, je suis des courses en bateau, le gars, au point de départ, on savait qu'il était là, puis à un moment donné, il était plus là, il était quelque part dans la mer, bon, peut-être que certains survols qui rigolent, qui se rappellent, puis après, il réapparaît, Tabarly est arrivé. Voilà. Maintenant, Tabarly, il n'est plus là, mais on sait où il est, au mètre près en permanence. On suit la course au mètre près. Si le gars a un problème qu'il n'avance plus, son navire ne bouge plus parce qu'il a coulé, ben on sait qu'il a coulé. Quoi. Il n'a pas besoin de le dire. Alors, comme on est un c'est bien pour le gars, mais ça veut dire que, vous voyez, cet aspect-là, on est en autonomie complète pendant 4 jours, c'est plus très courant. Mais ça arrive. Et je repensais à quelque chose tout à l'heure, on a dit sur l'intérêt scientifique, le fait de mettre des robots au lieu d'humains. Je me souviens d'une discussion avec Eric Péchol qui était juste avant et qui disait on a finalement fait des découvertes beaucoup plus importantes sur la Lune en mettant un géologue pendant 2 minutes qu'en envoyant toutes les sondes qu'on voulait. Ça, on ne sait pas faire. Je veux dire, on peut dire qu'on connaît Mars. Là encore, j'ai tendance à dire oui, ok, on a une cartographie martienne. Si on envoie quelques scientifiques spécialistes sur Mars, on est à peu près sûr. Par contre, on ne peut pas dire avant qu'avec le retour sur investissement, on ne peut pas dire ça, mais on envoie ces quelques spécialistes sur une autre planète, on est à peu près sûr que dans les 24 heures, on va trouver plus de choses que dans les prochains 20 milliards de robots qu'on va envoyer là-bas. Ça, mais après, les gens qui vont compter les sous vont dire on va connaître 10 fois plus de choses en 10 fois moins de temps, mais ça va coûter 1000 fois plus cher, donc c'est pas rentable. Oui, c'est exactement, là, vous voulez définir l'intérêt de la science-fiction, c'est-à-dire d'étudier les réactions humaines par rapport à un nouvel environnement. Ce qui est intéressant dans le space opéra, par exemple, dont on dit que c'est un genre qui est en récession et je ne le pense pas du tout, je pense que c'est même un genre qui se porte plutôt bien, c'est évidemment toute l'humanité essaimant dans l'espace qui est intéressante, c'est-à-dire à partir de quand est-ce que les nouveaux pionniers vont perdre la mémoire de leur nid d'origine, comment ils vont voler, comment vont prolonger l'histoire humaine, qu'est-ce que ça va apporter d'autre de nouveau à l'humanité, ça c'est intéressant. Les robots, personnellement, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Je veux dire, outre leur aspect
leur aspect pratique et technologique pur m'intéresse pas parce que je ne suis pas concerné par le robot. Je ne sais pas ce que ressent un robot. Ce qui m'intéresse, c'est de voir un humain qui va sur Mars ou sur la Lune et qui dit « Oh, je suis sur Mars ou sur la Lune, je vois la Terre, je ressens telle chose, c'est de l'émotion, c'est tout ce que peut ressentir un être humain. » C'est principalement l'intérêt du space opéra. Alors, je ne parle pas des aspects scientifiques, parce que les aspects scientifiques, évidemment, il faut récupérer des échantillons, etc. Le robot, c'est une utilité, mais dans le space opéra ou dans la fiction, ce qui est important, c'est l'humain, et exclusivement l'humain. C'est-à-dire c'est le rapport subjectif de l'humain à l'univers. Et c'est ça que finalement les auteurs de science-fiction font. J'ai l'impression, en envoyant leurs personnages sur les planètes lointaines, c'est parler de l'humain, parler à des humains de l'humain dans d'autres conditions. J'ai fait beaucoup sur, quand j'ai travaillé avec Rio Céleste, ce qui m'intéressait, c'est de savoir comment, si la population humaine essaimait à travers l'espace, comment est-ce qu'on pourrait garder l'unité humaine. Parce que les distances sont tellement énormes qu'il n'y a plus de communication entre ces peuples. Et donc, et ça c'est une transposition finalement de quand nos ancêtres sont allés aux États-Unis sur un nouveau continent dans l'espoir d'une vie meilleure. Ils ont créé une autre civilisation différente, qui a à la fois des racines en Europe, mais qui a aussi s'est affranchie de ses racines. Et c'est ça, cette évolution qui est intéressante. Elle est multipliée dans l'espace, elle est multipliée par 100, par 1000, parce que les distances sont des millions de fois plus grandes. Le souvenir s'étiole encore plus. Enfin, il y a des enjeux encore beaucoup plus colossaux que simplement sur la Terre. Et ça, c'est fabuleux pour un auteur. Moi, je voudrais qu'on essaie de construire un système écologique, par exemple, sur la Lune, pour une autre raison. Et ce serait très cher, vous avez expliqué, pour avoir ce qu'on a ici gratuit. Et ça nous donne peut-être, comme humanité, une autre sens de valeur que ce que la Terre est pour nous. Parce que, oui, tu veux dire que ça nous fait prendre conscience de la valeur de la Terre. Oui. Je pense que ça changerait notre relation pour nos ressources. Aujourd'hui, on dit des ressources, mais à vrai dire, ce ne sont pas des ressources qu'on peut changer pour des autres ressources. C'est le seul point dans l'univers où nous pouvons vivre. Ouais. Et ça, je pense que ça montrerait seulement l'essai de construire un petit système écologique sur notre, par exemple, sur la Lune. Tu as raison, voilà, c'est le fait de voir à quel point c'est difficile de créer un écosystème indépendant propre à la vie humaine en dehors de la Terre montre à quel point, en revanche, c'est extraordinairement facile sur Terre, il n'y a rien à faire, il y a juste à être là. C'est gratuit, enfin semble-t-il, mais bon, il y a peut-être une fracture à un moment donné, on va voir. En tout cas, voilà, ça montre bien qu'effectivement, c'est extraordinairement difficile de transposer ailleurs cet écosystème qui est propice à la vie humaine. Qui est en fait extraordinairement fin, c'est 15 km d'atmosphère, un peu de surface. C'est tout petit au regard de la Terre, c'est une toute petite surface, petit volume de l'ensemble Terre qui est concerné par ça. Et donc, effectivement, le transposer, c'est pas facile du tout, quoi. C'est pas facile du tout. Ce que je disais, pour moi, ce que disait Pierre sur l'humain, c'est vrai que les relations humaines sont difficiles. Si vous êtes en voyage dure 40 ans, et on est tous les 4 ensemble pendant 40 ans, par exemple, il y a de fortes chances qu'on se tape sur la gueule bien avant la fin du voyage, quoi. Donc, il y a des vrais problèmes humains qui se posent sur l'organisation, même sociale. S'il y en a 4, s'il y en a 100, 500, 1000, si c'est carrément un vaisseau génération avec des centaines ou des milliers de voyageurs qui se posent. Hein. Il y a une anecdote là-dessus dans la station Mir. Il y a eu un moment où il y avait 2 Russes qui étaient dans la station et qui ne pouvaient plus se parler, qui ne pouvaient plus voir en peinture, comme on dit, quoi. Et quand ils devaient échanger entre eux pour dire Pierre, passe-moi le sel, et ben il téléphonait à la Terre, il disait bon, vous pouvez dire à Sergueï qu'il lui passe le sel. Et la Terre disait, dis donc Sergueï, il y a Andrei, il a besoin du sel, tu peux lui passer? Ok. Il ne pouvait plus se parler du tout, donc ça passait par la Terre. Donc imaginez que vous êtes dans l'espace pour n'importe quoi. Bon, c'était pas pour le sel, c'était pour les avances, c'était pour les gestions de la boutique, faire tourner la maintenance, faire les expériences, etc. Imaginez que vous êtes entre Alpha du Centaure et la Terre, les communications elles prennent déjà 2 ans, parce que vous êtes à 2 années-lumière, quoi. Donc 2 ans pour dire Sergueï, passe-moi le sel. Et Sergueï, tu passes le sel, non, ça marche plus, quoi. Donc là, il faut gérer les problèmes tout seul. Hein. Donc c'est de l'humain. Enfin, je veux dire, on peut insister là-dessus, mais je suis absolument d'accord avec ça. La science-fiction, les plus gros problèmes, c'est même pas les problèmes techniques, c'est les problèmes humains. Il faudra gérer les humains qui sont dedans. C'est ça, je pense, le plus gros problème aussi.
Ah bah dans Absalom, il y a une situation, il y a l'utilisation réelle de ce voyage comme une forme d'ingénierie sociale et génétique, avec cette idée en fait de faire développer une nouvelle espèce finalement qui va naturellement s'adapter à ces conditions sur le plan du voyage. En mélangeant deux populations totalement différentes, celle des repris de justice et celle d'un peuple pacifique, polygame et je ne sais plus quoi encore, religieux. On a prévu, ceux qui ont conçu le voyage ont prévu une rencontre assez tardive dans l'espace, mais la rencontre se produit beaucoup plus tôt que prévu, et donc ça va être la rencontre de ces deux populations que tout oppose, qui va faire finalement l'essentiel du voyage. Ouais. Et là, oui, effectivement, dans le milieu confiné, on a une intensité des relations qui est beaucoup plus importante que sur Terre. Un jour, on pourrait prendre une émission de télé-réalité sans prévenir les candidats, on met juste des gros réacteurs en dessous et sans rien leur dire, on les balance. Exactement. Et puis on voit ce que ça donne. Dans l'espace, on est pour 40 ans, on vous filme. Vous faites le drôle, ça serait intéressant. Vous êtes arrivé en apesanteur. Ah, c'est pour ça? Ah oui, je me disais aussi, je suis curieux. Si les moteurs poussent longtemps, ils vont sentir une accélération. Au décodeur, ça m'évoquait deux choses. Un truc assez paradoxal, c'est qu'on peut quand même imaginer que le fait d'aller coloniser notre planète, ça a un sens pour l'ensemble de l'espèce, donc ça devrait être plutôt fédérateur. Et la seule fois où on est allé, je veux dire, sur la Lune, c'était un moment qui était... Au contraire, je veux dire, c'est un projet qui est fédérateur pour l'espèce humaine dans un moment de dichotomie totale entre deux visions de la société. Ce qu'on retrouve d'ailleurs dans cette idée d'avoir un laboratoire et que peut-être conquérir quelque chose d'autre va permettre d'accéder à un nouvel équilibre. Il y a une autre chose qui m'évoque, qui fait partie un peu je ne vais pas dire du pessimisme ambiant, mais de l'esprit des temps. C'est cette idée aussi qu'on a tort, on aurait tort de vouloir aller polluer d'autres planètes et même de s'installer sur Mars ou sur une autre planète pour les faire subir finalement le même sort que ce qu'on a fait subir à la Terre. Et je veux savoir si ça vous évoquait. On n'aurait pas le droit d'y aller. On a déjà pollué la Lune, il y a des trucs qui traînent sur la Lune et qu'on n'a pas enlevé. Une bagnole. Il y a une bagnole, il y a des trucs qui traînent sur une bagnole, il y a des lunocodes, il y a tout un tas de ferraille qui traînent. Il y a des supports de décollage, des modules lunaires, enfin bref. Et sur Mars, pareil, quoi. De toute façon, sur Mars, c'est déjà pollué, de la même façon, il y a déjà de la ferraille humaine sur Mars, quoi. Donc, en orbite, même autour de Mars. Donc, on a déjà un peu pollué ces mondes-là. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas envie de les... Enfin, Mars, pour les géologues, par exemple, il y a la moitié de la surface de Mars à 4,5 milliards d'années d'âge. Sur Terre, il n'y a aucun endroit, il n'y a que 3 endroits sur Terre qui ont 3,8 milliards d'années, et aucun endroit sur Terre à la surface qui sont plus anciens que ça. Donc pour un géologue, sur les Mars, c'est un paradis. Vous avez une surface qui n'a pas été trop transformée depuis en gros sa formation. Alors que sur Terre, il n'y a aucun endroit comme ça, et il y en a 3 dans des petits coins sur Terre, où vous avez de la roche qui a été formée il y a 3,8 milliards d'années, et c'est tout. Donc voilà, ça veut dire que si on va sur Mars et qu'on dit allez c'est bon les gars, on bétonne tout, on est en train finalement de bétonner l'histoire. Donc un morceau d'histoire du système solaire. Donc ça c'est une question qu'on peut se poser, c'est posé dans la trilogie martienne de Stephen Hawking. Est-ce qu'on a le droit impunément d'aller transformer une planète, de la marcher dessus, alors qu'on a vu que sur Terre, en marchant dessus par la force des choses, on a quand même mis nos gros sabots un peu partout. Là intervient la nécessité politique ou économique. Enfin, s'il y a un intérêt économique à le faire, il est probable que le fasse. C'est un peu ça le problème. Les impératifs économiques prennent le pas sur ce genre de considération.